De 1865 à 1964, les États-Unis traversent une crise de l'égalité des droits entre blancs et noirs. Une discrimination raciale s'installe dans le Sud et soulève un combat pour les droits civiques qui aboutit en 1964. Rappelons que les États-Unis naissent de l'émancipation de colons installés dans des colonies anglaises. La nation américaine porte en elle la notion d'égalité, même si plusieurs des pères fondateurs pratiquaient l'esclavage. La déclaration d'indépendance ne souffre d'aucune discussion. Elle affirme que tous les hommes sont créés égaux. Les États-Unis sont anticolonialistes et anti-impérialistes. Commençons par observer les origines du problème. Dès l'abolition de la traite négrière, des voix s'élèvent pour réclamer la fin de l'esclavage et l'égalité des droits. Rappelons que la traite, c'est le commerce de captifs africains vendus comme esclaves dans le Nouveau Monde. Elle est abolie début XIXe siècle. Contrairement à l'esclavage, qui est la soumission à un régime qui prive de toute liberté et contraint à travailler. La population afro-américaine est alors très nombreuse et la question se pose de permettre un retour en Afrique. Les soutiens à cette idée ont un profil parfois étonnant. On trouve des abolitionnistes, mais aussi des suprémacistes blancs. Les abolitionnistes sont pour la liberté, et ceux qui veulent rentrer devraient pouvoir le faire. Les suprémacistes voudraient rester entre blancs aux États-Unis. Le pannégrisme est un mouvement de solidarité entre populations noires, entre l'Afrique et l'Amérique. Il s'appuie sur les croyances religieuses et prend comme référence l'Éthiopie, lieu d'installation de très anciennes communautés chrétiennes. Dans ce contexte naît le projet du Libéria. En 1921, une association achète une terre en Afrique pour le retour des anciens esclaves et fonde la ville de Monrovia, hommage au président Monroe. D'abord soutenus par les abolitionnistes, ces derniers abandonnent le projet au milieu du siècle car les problèmes sont très nombreux. L'arrivée de migrants provoque des tensions sur place, contrairement aux suprémacistes qui, eux, continuent à soutenir le projet. L'idée de la création du Libéria est assez saugrenue. Indépendant depuis 1847, le Libéria ne résoudra jamais complètement les tensions sociales nées de l'apport de dizaines de milliers de migrants, très souvent sans aucune racine culturelle ou linguistique dans la région. Les États-Unis se divisent au cours du XIXe siècle entre États du Nord qui connaissent une poussée industrielle et États du Sud ruraux et qui le restent. Au Sud, une abondante main-d'œuvre esclave a été apportée par la traite négrière. Cette main-d'œuvre, presque gratuite, est précieuse pour l'économie agricole de ces États. L'élection du républicain Lincoln en 1860, premier de son parti à accéder à la présidence, provoque des tensions. Il souhaite l'égalité des droits. Ces positions de Lincoln provoquent une sécession. La volonté abolitionniste du président incite 7 États du Sud à créer un État confédéral autonome. L'Union, l'État fédéral, veut en reprendre le contrôle. Sur le papier, les confédérés n'ont aucune chance, mais l'habileté de leur chef, des alliances et une campagne désastreuse de l'Union, notamment, prolongent le conflit. On peut citer aussi le rôle de l'Angleterre, neutre mais qui ne l'est pas vraiment. En 1863, Lincoln, qui dispose de pouvoirs étendus grâce au conflit, déclare l'esclavage illégal. Cette proclamation sera confirmée en 1865 par le Sénat et le Congrès. Avec plus de 600 000 victimes, on peut noter que la guerre de sécession est le conflit le plus meurtrier de l'histoire américaine, devant la Deuxième Guerre mondiale. Notons également qu'avec l'arbitrage de l'Alabama, la culpabilité de l'Angleterre est reconnue. Et cet arbitrage est d'ailleurs l'un des événements fondateurs du droit international interétatique. Après la guerre, l'armée fédérale occupe les États du Sud. Après son retrait, les États sudistes retrouvent une certaine autonomie. Tenus de respecter la Constitution fédérale, qui garantit l'égalité et le droit de vote, les États du Sud mettent en place des règles permettant de limiter les droits civiques, dans les faits au sol blanc. 3 règles sont imaginées et mises en place par certains États sudistes. D'abord une taxe électorale, la poll tax. Toute personne qui veut voter doit payer une taxe. Or, les anciens esclaves sont souvent pauvres.
Il y a également des examens de langue, nécessaires pour pouvoir voter. Difficile pour des personnes qui n'ont jamais appris à écrire ou à lire. Enfin, la clause du grand-père, qui stipule que pour voter, on doit avoir un grand-père qui était électeur, ce qui est impossible pour tous les anciens esclaves. Les règles imaginées pour pouvoir voter ont un effet radical sur le nombre d'électeurs qui diminue drastiquement. Voilà la part des électeurs parmi les hommes des États du Sud. En 1890, une grande majorité d'électeurs. En 1900, cette proportion s'effondre. Concernant les électeurs noirs en Louisiane, on remarque entre 1890 et 1904 ce qu'on peut appeler un effondrement. Au-delà des droits civiques, les États du Sud mettent en place des règles pour séparer les races. Ce sont les lois Jim Crow, du nom d'une chanson. Transport, administration, espace public voient leurs aménagements séparer les races. Des sièges sont prévus pour les noirs, des sièges sont prévus pour les blancs. Mais ce n'est pas tout. Si un blanc entre, un noir doit céder sa place. Plusieurs cas de discrimination finissent devant la Cour suprême, avec des résultats divers. Le premier cas à noter est celui d'Homer Plessy, qui a 1/8 de sang noir et qui prend le train en médiatisant son voyage. Il subira une sanction qu'il va contester devant la justice de l'État, puis la justice fédérale. La Cour suprême fédérale ne statue qu'en dernier recours. C'est l'arrêt Plessy contre Ferguson de mai 1896. La Cour suprême dit que les lois de discrimination des États n'impliquent pas une race inférieure à une autre, puisque chaque voyageur a la même prestation arrivé à destination et que la qualité des compartiments est identique. C'est le principe separated but equal, séparé mais égal. Après la guerre de sécession, plusieurs personnalités afro-américaines émergent pour faire avancer les droits des Noirs. Nous en évoquerons ici seulement 3 fort différentes. Booker Washington, William Dubois et Marcus Garvey. Enseignant et écrivain afro-américain, Booker Washington est l'un des premiers intellectuels noirs à militer pour les droits des Noirs. Fils d'esclaves et de père inconnu, Washington fonde en 1881 l'Institut Tuskegee, une école réservée aux Noirs. Selon lui, les droits seront obtenus et reconnus en montrant aux Blancs les capacités des Noirs. Pionnier, Washington, soutenu par les suprémacistes blancs, se fera reprocher ses soutiens comme de confiner les Noirs à des filières manuelles peu prestigieuses. En 1895, il prononce un discours connu depuis sous le nom de Compromis d'Atlanta, dans lequel il évoque la nécessité des deux races de s'entendre. Notons que l'institut fondé par Washington existe toujours. Historien et sociologue, premier noir à être diplômé d'Harvard, William Dubois est l'un des grands promoteurs du panafricanisme. Partisan d'une stricte égalité, il cofonde en 1905 le Niagara Movement, un mouvement de défense des Afro-Américains qui dénonce le compromis d'Atlanta. Le Niagara Movement se fonde dans la NAACP en 1909. Convaincu qu'une union des nations d'Afrique est indispensable, Dubois devient un fervent partisan et animateur du panafricanisme, une idée qui se structure dès 1900 dans les milieux intellectuels des États-Unis et des Caraïbes. Lui, c'est Marcus Garvey. Un homme d'affaires d'origine jamaïcaine, il œuvre à libérer les Noirs de l'oppression dans une ligne proche du pannégrisme. Garvey fonde des journaux et crée notamment la Black Star Line, une compagnie maritime offrant des billets pour l'Afrique aux anciens esclaves et descendants d'esclaves souhaitant revenir à leurs origines. Personnage fantasque lié à plusieurs scandales, il répand la pensée qu'un messie noir, le Rastafari, viendra d'Éthiopie délivrer son peuple de la servitude. Garvey est à l'origine de la culture Rasta. En 1914, il fonde l'UNIA, une association de défense nationaliste noire.
En 1909 se crée la NAACP, l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, une association qui veut l'égalité des droits. Si son premier organe dirigeant ne compte qu'un seul noir, à savoir Dubois, la NAACP va rapidement devenir une puissante organisation pour la promotion de l'égalité des droits aux États-Unis. Le Niagara Movement de Dubois se fonde dans la NAACP qui va elle-même lancer des affaires en justice. En 1915, la Cour suprême déclare la clause du grand-père contraire à la Constitution. C'est une première étape.